Professeur Didier Raoult, professeur Jean-Marc Rollin, comment analysez-vous les dernières données qui nous viennent quant à la gravité du coronavirus? Les Chinois qui publient leurs données d'une manière très régulière, puisqu'on peut voir au jour le jour le nombre de cas, le nombre de morts dans le monde et le nombre d'endroits dans lesquels ça se passe, montrent qu'en réalité, en dehors du site épidémique initial, la mortalité est très faible, de l'ordre de 0,17% en Chine, ce qui en fait une mortalité qui est probablement proche de celle de toutes les infections respiratoires. Donc, et ça touche essentiellement des hommes de plus de 70 ans et qui ont des pathologies par ailleurs, c'est-à-dire bronchite chronique ou diabète. Donc ça ressemble beaucoup à la mortalité de ce que nous voyons, nous, pour les autres infections respiratoires qui circulent déjà. Je vous rappelle qu'il y a 10 virus qui donnent des infections respiratoires en France, qui circulent, qui doivent tuer 10 000 personnes par an. Et donc si ça se rajoutait à l'ensemble, il est probable que ça ne changerait pas de manière significative la mortalité par infection respiratoire. Donc je vous rappelle qu'elle fait 2,6 millions de morts par an dans le monde. Donc si vous voulez, je comprends que ça affole la presse tous les jours qu'il y ait 800 morts en Chine, mais au milieu des 2,6 millions qu'il y a par an, c'est non visible. Est-ce que des perspectives thérapeutiques émergent en ce moment? Il y a au moins une chose là, qui est sortie très récemment, la semaine dernière. Les Chinois ont retesté un certain nombre de molécules existantes, de médicaments, et ils ont trouvé qu'un médicament très ancien qui s'appelle la chloroquine, qui était utilisé en préventif ou en curatif dans le traitement du paludisme, était efficace in vitro. Alors il y avait déjà des données qu'on avait rapportées nous sur le fait que ce médicament était actif sur les virus et le coronavirus. Et donc c'est une perspective thérapeutique immédiate, puisque c'est un médicament qu'on utilise depuis 70 ans, qui est extrêmement facile d'utilisation avec très peu d'effets secondaires. Donc en curatif, je pense que c'est une piste thérapeutique qui va être probablement déjà testée en Chine immédiatement, puisque le médicament est disponible. Oui, c'est une très bonne nouvelle, qui n'est pas une grande surprise, parce que pour le SARS, la chloroquine avait été testée et marché, mais tout le monde a oublié ça, et que nos sociétés, à la différence des sociétés chinoises, sont plus à la recherche d'innovations technologiques pour résoudre des problèmes nouveaux, ce qui est un biais de pensée. Parfois, il y a des médicaments anciens qui soignent des problèmes nouveaux. Et donc les Chinois nous donnent des leçons. Par exemple, le plus grand médicament du paludisme qui soit utilisé actuellement, c'est un extrait de plante pour lequel sa découvreuse a eu le prix Nobel. Il semble que le meilleur médicament de loin pour le traitement des coronavirus, ce soit la chloroquine, qui est probablement le médicament qui a été, ou un des médicaments qui a été le plus prescrit dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est pas la peine toujours de trouver de nouveaux médicaments, si vous voulez, pour traiter des problèmes nouveaux. Il faut commencer, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, il faut commencer par tester les molécules anciennes, y compris certaines qui ne sont pas des molécules antibiotiques, pour voir si elles ne sont pas efficaces pour traiter les virus qui apparaissent maintenant, et dans beaucoup de cas ça marche. Vous voyez, c'est encore une fois cette bêtise répétée depuis l'école primaire, que d'un côté il y a les virus et de l'autre côté les bactéries, qu'elles ne se traitent pas avec la même chose. C'est pas vrai. Le premier médicament viral très utilisé a une efficacité contre les bactéries. Il y a des antibiotiques comme técoplanine par exemple, qui marchait très bien sur le SARS aussi. Tout ça, c'est un peu de l'histoire pour école primaire. C'est pas la réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est de vérifier si les choses marchent ou marchent pas. Et est-ce qu'il vous semble pertinent de concentrer des moyens et concentrer des efforts sur la recherche d'un vaccin? Écoutez, moi, à ma connaissance, des vaccins, il y a d'ailleurs une erreur sur le site de l'OMS qui est amusante, puisqu'il montre que dans les vaccins qui sont actuellement disponibles, ils mettent le vaccin contre le paludisme et contre l'hépatite E. Je ne sais pas qui c'est qui peut acheter un vaccin contre le paludisme ou l'hépatite E. Ça n'existe pas. Et donc c'est un site officiel qui met des choses qui sont fausses. C'est intéressant. Ils disent que c'est possible, on peut toujours avoir l'espoir, mais pour l'instant, c'est pas vrai. Donc si on regarde cette liste, on voit qu'il ne s'est pas inventé de vaccin nouveau depuis plus de 20 ans, qui soit utilisable, sauf celui de la dengue, qui a été partiellement un désastre parce que l'immunité contre la dengue prédispose à avoir une deuxième forme de la dengue, plus grave que la première. Il y a un énorme procès des Philippines actuellement contre les gens qui ont commercialisé la dengue. C'est le seul vaccin nouveau qui a été proposé. Certains ont été améliorés. Donc
si vous voulez, cette espèce de manie de dire à chaque fois qu'il apparaît quelque chose, vous savez, on va vous faire un vaccin, qu'à voir l'histoire du SARS qui a duré, qui s'est arrêté brutalement pendant l'été 2003. Et donc, si les gens ont fait un vaccin, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ils n'ont pas pu l'utiliser. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de réponse automatique, là, qui est, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va vous faire un vaccin parce que vous avez peur. La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel, actuellement, est extrêmement faible. Il y a extrêmement peu de situations. Il y a des maladies qui sont courantes, sur lesquelles une partie de la population importante est concernée, comme le virus respiratoire syncytial. Ça, c'est vraiment un truc. Il y a un deuxième vaccin récent, qui est le vaccin contre le méningocoque B, qui marche relativement, qui donne des résultats qui ne sont pas trop mauvais. C'est les seules choses qui soient nouvelles avec le papillomavirus, qui commence à avoir quelques années quand même maintenant, mais dont l'implantation, vous voyez, à grande échelle, est très problématique. Donc, si vous voulez, c'est un peu une manie, ça, de répondre à chaque fois qu'il y a un truc, vous savez, on va vous faire un vaccin, et d'ailleurs la presse se jette dessus, il y aura un vaccin dans 22 mois, 25 mois, 26 mois, 14 mois, tout ça, c'est de la science-fiction. Voilà. Je ne connais pas de maladie émergente pour lequel on ait trouvé un vaccin. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc, peut-être que ça arrivera dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Quel a été le rôle de l'IH Méditerranée Infection dans la réponse de la France à la crise sanitaire ces dernières semaines? Oh ben, écoutez, nous, on a été à la disposition du pays, et très bien, le pays, le ministère de la Santé nous a fait confiance, en particulier le directeur général de la Santé, et on a fait quelque chose qui est un peu unique. Je crois que personne n'a fait ça à ce rythme, sauf bien sûr les Chinois. On a testé 3500 tests pour le coronavirus chinois, ce qui est énorme, dans l'espace de 10 jours, en particulier pour rassurer les gens qui arrivaient et qui avaient peur de voir ça, pour les gens qui ont été rapatriés, de manière à leur dire dans la journée. Nous avons eu à chaque fois, nous, les résultats dans la journée, dans le temps du soin, c'est notre habitude, parce qu'on est un CHU, parce qu'on a l'habitude du soin aux malades, c'est pas seulement un institut de recherche, on a l'habitude de faire du soin aux malades, et on a les capacités à faire du très très haut débit, pratiquement les seuls en France à avoir des capacités de débit. On doit faire 200 000 PCR par an. Donc si vous voulez, si vous rajoutez 3500 PCR, ça fait un peu de travail, mais ça ne change pas brutalement notre manière de travailler. Et donc on est les seuls à pouvoir avoir un débit de cette nature-là et à pouvoir mettre les choses en place dans cette nature-là. Donc je pense que c'est la proposition que j'avais faite au ministère il y a maintenant près de 20 ans. Je pense qu'il devrait y avoir 7 centres équivalents à ça en France, dans lesquels il y a l'hôpital, très gros laboratoire qui regroupe toutes les capacités de diagnostic à un endroit donné, avec de la recherche et de la veille épidémiologique, parce que la lutte contre les crises sanitaires, ça se fera comme ça à l'avenir. Ça ne peut pas se faire avec un institut de recherche isolé sans malades, ça ne peut pas se faire sans avoir des capacités de débit. C'était la leçon de la Chine, c'est les premiers qui ont commencé à faire ça. Dès 2005, ils avaient un énorme hôpital comme ça qui nous a servi de modèle. C'est un modèle qu'il faut prendre parce que c'est un modèle qui marche. Et pour revenir à notre histoire et à ce que je crois, c'est le modèle de Vauban. Pour faire la guerre, il faut commencer par faire des forts installés pour mailler la France et pour répondre aux crises sanitaires qui sont des guerres contre les microbes. Merci.